Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence organisée par Agri Sud-Ouest Innovation, le pôle de compétitivité agricole et agro-industrielle, un pôle de compétitivité partenaire du CIMA et plus particulièrement du Startup Village. Donc, on est aux côtés de la ferme digitale dans la mobilisation de startups et l'accompagnement de startups dans l'émergence et la concrétisation de projets d'innovation. Je m'appelle Pierre Compère, je suis directeur du développement des entreprises chez Agri Sud-Ouest Innovation. Quelques mots sur notre pôle de compétitivité. On est une association reconnue par l'État et les régions comme un moteur de l'écosystème d'innovation. Et notre vocation, c'est de stimuler les rencontres entre des acteurs publics et des acteurs privés. Donc, côté privé, entreprises, start-up, PME, grands groupes, banques, investisseurs, offreurs de solutions comme opérateurs de filières. Et côté public, instituts techniques, universités, écoles d'ingénieurs, collectivités locales ou même d'autres acteurs du développement économique. Donc notre métier, c'est d'animer ce réseau, de partager des connaissances entre nos membres et d'accompagner par des missions, on va dire, individualisées, le montage de projets R&D, la recherche de financement public. Et moi, je m'occupe plus particulièrement d'accompagnement en termes de marketing stratégique, de business développement et de relations investisseurs. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un certain nombre d'intervenants pour parler d'une question centrale, qui est celle de l'innovation en matière d'agroéquipement, avec une question: est-ce que les biosolutions, je vais revenir sur cette définition, est-ce que les biosolutions orientent les processus d'innovation des agroéquipementiers? Est-ce que les biosolutions expriment des besoins particuliers en termes d'observation, de pulvérisation, de méthodes d'application qui amènent à revoir assez en profondeur ou pas les agroéquipements? Donc on va en parler avec trois intervenants que je vais appeler à monter sur scène un par un et avec qui on va discuter de tout ça. Et je vais commencer par Ali. Ali, je t'invite à me rejoindre. Merci de ta présence. Vous pouvez l'applaudir pour l'encourager. Donc Ali, tu es enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Junia et tu es associé à une unité mixte de recherche transfrontalière, d'ailleurs franco-belge, qui s'appelle Bio-Éco-Agro, et tu es spécialiste de la pathologie végétale et plus particulièrement du biocontrôle. Je vais revenir, avant de te donner la parole peut-être, sur la définition du biocontrôle. Le biocontrôle, ce sont des produits alternatifs ou complémentaires aux produits phytosanitaires qui sont des agents et des produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. On a 4 grandes catégories de produits: macro-organismes, micro-organismes, substances naturelles et médiateurs chimiques. Toi, tu es spécialiste du biocontrôle, mais on va parler plus largement de biosolutions, qui est un terme générique qui englobe biocontrôle, biosolutions, biofertilisants et autres produits biosourcés utilisés en production végétale. Ali, peut-être avec toi, une première question rapide. Quelles sont les contraintes, les exigences particulières liées au biocontrôle et aux biosolutions en général par rapport aux produits conventionnels vis-à-vis des agroéquipements? Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. La première question qu'il faudra se poser quand on considère le biocontrôle, c'est ce qui le différencie par rapport aux produits conventionnels. Et c'est surtout par rapport à la nature de ces composés, qui sont souvent biosourcés. Autrement dit, donc c'est des composés qui sont souvent d'origine naturelle, ou alors mimés au naturel, c'est dans la définition. Par rapport aux produits conventionnels, ils ont des spécificités. La première spécificité, c'est la rémanence de ces produits dans la nature. Quand on applique un produit de biocontrôle, il faut se soucier sur justement son activité, à partir de quel moment il présente une activité et à partir de quel moment cette activité disparaît. À l'inverse des produits conventionnels, qui sont souvent avec une activité intrinsèque assez forte, systémique, qui est durable un certain nombre de semaines. Donc ça, c'est la première chose à considérer quand on applique un produit biocontrôle. Un produit conventionnel, on maîtrise, on va dire, ses domaines de performance, sa durée de performance. Avec un produit de biocontrôle, les sujets, en tout cas, sont peut-être plus variables, plus sensibles aux conditions environnementales, etc. Absolument. Parce que là, vous avez évoqué un peu les micro-organismes, macro-organismes. Ouais. C'est des produits issus du vivant, pratiquement, ou alors vivants parfois. Quand on les applique dans la nature, il faut
s'assurer que ces composés ne disparaissent pas suite à des compétitions autres, notamment qui vont intervenir à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument considérer avant d'imaginer une application d'un composé avec un équipement, notamment dans le cadre du biocontrôle. Ou alors des biostimulants également. Il y avait d'autres questions qu'il fallait avoir en tête, peut-être? Les autres questions, c'est par rapport au mode d'action, je dirais, Ouais. de ces composés-là, parce que autant les composés, on va dire, conventionnels, ils sont extrêmement simples en activité parce qu'ils vont cibler un bioagresseur avec une activité connue, une activité, une efficacité aussi certaine, alors que pour les produits plutôt des biosolutions, ils vont agir à la fois sur le bioagresseur parfois, mais aussi parfois sur la plante hôte elle-même pour qu'elle puisse aussi se défendre elle-même vis-à-vis de l'attaque. Et quand il s'agit de biostimulants parfois, on les applique notamment au niveau de la rhizosphère. Et il faut s'assurer aussi au niveau de la rhizosphère que leur activité s'opère. Donc en fait, c'est par rapport à toutes ces questions plutôt scientifiques qu'il faudra un peu prendre en compte l'application du composé. À la fois la qualité intrinsèque, on va dire, du produit, mais aussi son mode d'action. J'en profite du coup pour définir les biostimulants. J'ai tout à l'heure défini le biocontrôle. Les biostimulants sont des produits qui stimulent le processus de nutrition des végétaux, indépendamment d'ailleurs des éléments nutritifs qu'ils contiennent, et ce dans le but d'améliorer des qualités gustatives, qualitatives, les caractéristiques qualitatives, la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol et la rhizosphère. Et par rhizosphère, on entend cette zone du sol, on va dire couverte, accessible aux racines des plantes. Ok, merci pour cette première introduction, Ali. Je vais proposer à Guillaume Boquet de se joindre à nous. Guillaume est responsable du pôle technique d'Axema. Axema, c'est le syndicat français du machinisme agricole, des agroéquipementiers. Du coup, Guillaume, une première question de la même façon un peu générale. Est-ce que les contraintes qu'on vient d'évoquer en termes de caractéristiques des produits, mais aussi de leur mode d'action, deviennent des facteurs orientant les développements des agroéquipementiers, des fabricants d'agroéquipements? Oui. Merci pour voilà. Fin de la conférence, c'était hyper passionnant. Non, mais... Oui, la réponse est oui. Néanmoins, il faut avoir quand même une approche assez distinguée, puisque vous l'avez très bien dit l'un et l'autre en introduction, les produits sont de nature différente, ont des effets et des modes d'application différents, des compositions différentes qui requièrent des exigences d'application, des modes d'application qui peuvent différencier. On a, sans rentrer dans le détail, on en reparlera un petit peu plus tard après sur l'application en tant que telle. Néanmoins, il y a un certain nombre de produits naturels qui sont déjà largement utilisés sur le terrain, en production bio notamment. Je pense notamment au soufre ou au cuivre. C'est des choses qui sont largement utilisées et pour lesquelles les constructeurs ont déjà eu un fort retour d'expérience et ont fait évoluer dans certains aspects les matériels pour qu'on puisse avoir une assez forte complémentarité de ces matériels aux produits conventionnels et aux produits tels que je viens de les évoquer en bio. Par exemple, les produits qu'on vient d'évoquer, le cuivre ou le soufre, ont des propriétés un petit peu plus agressives, astringentes, qui sollicitent beaucoup plus les matériels, le stockage, la cuve et la tuyauterie, on va dire, pour reprendre un mot un peu basique. Ouais. Et du coup, ça a été... Et en plus, avec des fréquences d'application beaucoup plus intensives que des produits conventionnels. Ce qui fait que les constructeurs ont eu assez vite des retours de terrain des producteurs et des agriculteurs pour faire évoluer et trouver des solutions qui répondent aux deux sollicitations. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. Oui, et puis sur des produits, on va dire des substances naturelles, on va dire d'ordre minéral, peut-être moins sur des organismes vivants. Exactement. Est-ce que du coup, on a cette même sensibilité des agroéquipementiers à ces produits? Là, on est un petit peu plus... la réponse est beaucoup moins catégorique sur... alors oui, ça a des effets, mais on ne le mesure pas encore, tout simplement parce que, je pense que ça fera partie également de la discussion aujourd'hui, il y a toute une famille de produits qui sont encore en exploration, on parlait de mesurer l'effet, la durée dans le temps, etc. En grande culture notamment. Et avant de concevoir un matériel, le point d'entrée
fondamentale, c'est de savoir quelle est la préconisation d'application. Quand on va commencer à concevoir les bus, les pressions, etc., il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut appliquer. Et ça, on a, en tout cas, vu des constructeurs, pas encore tout le background et les éléments complémentaires. On commence en vous écoutant à comprendre qu'il y a des besoins spécifiques en termes d'application, de pulvérisation, on l'a bien compris, mais peut-être aussi un peu plus en amont, on va dire dans la chaîne de décision de l'agriculteur, dans la qualification de la situation, dans la mesure où ces produits peut-être sont plus ou moins sensibles aux conditions environnementales. L'enjeu est peut-être plus fort dans la qualification du besoin initial. Je vais proposer à Wilfried maintenant de se joindre à nous. Donc Wilfried Remus est coordinateur des programmes de R&D et d'innovation sur le biocontrôle chez Certis Belchim, donc une nouvelle entité créée du rapprochement de Belchim et de Certis, comme son nom l'indique. Wilfried, donc en tant que fabricant et fournisseur de produits de biocontrôle, quelle collaboration avez-vous engagée avec les agroéquipementiers? Est-ce que vous êtes déjà fortement engagé au travers de projets, je connais la réponse, parce qu'on a pu labelliser des projets comme cela avec des agroéquipementiers? Et si oui, est-ce que vous êtes des ovnis ou est-ce que ça devient de plus en plus courant? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'époque où on a commencé à avoir cette démarche, on était les ovnis. Voilà. Au début, on était les ovnis. Maintenant, Guillaume l'a bien démontré précédemment. C'est vrai qu'il y avait un fossé entre les sociétés qui développent des produits et les sociétés qui fabriquent les modes d'application. Et du coup, nous, ce constat, on s'en est rendu compte il y a quelques années déjà, et on s'est dit, pourquoi, plutôt que de travailler chacun dans son coin, on ne va pas travailler ensemble, dans le cadre d'un projet bien particulier, pour cette question de cahier des charges liés aux produits de biocontrôle, biosolutions, et le cahier des charges qui sont ceux des modes d'application, de ne pas les travailler ensemble pour pouvoir finalement apporter une solution complète qui, à la fois, permettrait à des sociétés qui développent des méthodes d'application d'innover dans leur secteur. Je ne dis pas qu'elles ne développent pas autrement. Et à la fois, nous, fabricants de produits, d'avoir des solutions beaucoup plus efficaces que si on les appliquait avec les méthodes conventionnelles. Et donc, c'était le fruit du programme Solstice, donc un projet de R&D. Rappelle-moi le budget, si tu l'as en tête. Désolé, je ne veux pas te poser une colle. 9,1 millions d'euros. Voilà, donc on est sur un grand programme qui a duré... qui dure toujours. On a commencé en 2018. On a eu une année de Covid qui nous a un petit peu gênés, donc on a prolongé une année supplémentaire. Donc c'est sur 6 ans. Avec initialement le développement de nouvelles solutions de biocontrôle à l'innovation de rupture. Donc on parlait de mode d'action innovant. Là, on est vraiment dans l'innovation de l'innovation sur ces modes d'action. Et à la fois sur des méthodes d'application qui aujourd'hui sont malheureusement pas encore disponibles sur le marché, mais avec des brevets qui ont été déposés en milieu d'année. Donc on espère arriver sur le marché, enfin pas nous, société phytoprotection, mais notre partenaire impliqué dans ces modes d'application. Et donc, ce qui était intéressant, c'est un projet collaboratif où il y avait un développement conjoint, on est bien d'accord, à la fois du produit et de sa méthode d'application. Le produit étant particulièrement innovant dans son mode d'application, je ne sais pas si tu pourras nous en dire un petit peu plus, je ne veux pas te tirer les verres du nez, donc si tu me diras, mais aussi dans son mode d'application avec des technologies d'application confinée qui permettaient d'apporter le produit au plus près de la plante en évitant qu'il se disperse, on va dire, et qu'on en perde en chemin. Alors, le gros avantage, c'est qu'on ne parle pas d'un produit, mais on en parle de plusieurs. Et on a vraiment des produits qui sont complètement différents, puisque parmi les produits travaillés dans Solstice, on a une substance naturelle et un micro-organisme. Or, la question de micro-organisme, elle est très complexe dans la mesure où on a besoin d'apporter sur le terrain un organisme vivant, s'assurer à ce qu'il y ait les bonnes quantités requises, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait au cours de la pulvérisation, par exemple, la moitié des spores de champignons qui meurent parce qu'au passage de la buse avec 4 barres de pression, elle claque. Hein. Donc du coup, il y a cette condition à prendre en compte. La question d'application optimale, où on est vraiment sur des produits qui ont un besoin d'un contact parfait, une qualité de pulvérisation qui soit optimale, parce qu'on n'est pas dans le cas d'un produit où on peut appliquer qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau,
ça marchera. Là, les produits biocontrôle, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment qu'on s'assure d'avoir une couverture excellente, d'avoir la quantité requise, parce que généralement, ce sont des produits qui sont beaucoup plus onéreux que les produits de la chimie conventionnelle. Et donc, du coup, il faut les manipuler avec précaution et éviter d'en gaspiller. Et donc justement, peut-être pour éviter d'en gaspiller, Ali, on va peut-être revenir sur la première étape du raisonnement que j'évoquais tout à l'heure, quand il s'agit de suivre, d'observer, de détecter un problème. Dans la mesure où ces produits sont plus chers, plus sensibles aux conditions environnementales et souvent, on va dire, moins, je ne veux pas dire le terme efficace, mais moins radical dans leur performance, on va dire. On est plutôt dans une logique de, on va dire, contrôle de pression plutôt que d'éradication. J'imagine que là aussi, en tant que spécialiste du biocontrôle, tu exprimes des besoins spécifiques en termes de caractérisation de la situation. Oui, absolument, puisque, on va dire, pour bien maîtriser la pression sanitaire au champ, il faudrait, dans l'idéal, aussi maîtriser en fait, on va dire, sa quantité. Par rapport à ça, donc la première question, ou alors même la première action qu'il faudra mettre en place dans le cadre ici du biocontrôle, ou alors même des biosolutions en général, c'est d'observer les parcelles et diagnostiquer la situation. Alors le diagnostic lui-même, aujourd'hui, avec l'innovation, on a plusieurs moyens pour pouvoir le faire. Ça pourrait être à l'aide d'imagerie, notamment avec des applications possibles. Que ce soit des drones avec la société Abellio, par exemple, des satellites. Tous ces exemples-là, finalement, donc leur rôle, c'est de bien diagnostiquer la situation, donc la pression sanitaire au champ. À cela s'ajoutent aussi d'autres outils, notamment de numérique, de modélisation, pour pouvoir aussi justement affiner en fait ces détections. Et puisque là, on n'est plus dans la question de la détection, mais surtout de la quantification. Et le but derrière... Déterminer le niveau de pression de maladies fongiques, par exemple, pour savoir quand intervenir. Absolument. Donc l'idée, c'est ici vraiment définir le seuil à partir duquel on va activer le traitement ou l'apport de la substance ou du micro-organisme. Par rapport à ça, donc, il faudrait avoir des outils qui vont permettre de diagnostiquer la situation. Donc ça, c'est la première étape, notamment pour positionner au mieux le produit en question. Après, je peux peut-être un peu aller à l'étape suivante, qui consiste en fait à déclencher, on va dire, le traitement avec un système de Go, et ceci se fait généralement avec des outils qui sont appelés outils d'aide à la décision, qui sont assez anciens et qui existent aussi même pour le conventionnel. Sauf que ici, quand on parle de biosolutions, il faudrait vraiment que les outils soient le plus robustes possible. Parce que autant pour le conventionnel, on a des outils, enfin des solutions qui sont assez éradicatives, très efficaces. Ici, on est quand même sur des solutions qui sont beaucoup moins robustes, qui sont, on va dire, dépendantes aussi de la nature de la pression. Donc, il ne faut pas vraiment que la pression soit extrêmement forte pour intervenir. Donc, on a besoin ici d'une sensibilité forte de ces outils, en fait. Et c'est pour cela qu'on fait appel justement à l'intelligence artificielle, par exemple, pour vraiment aller chercher le seuil le plus bas possible pour pouvoir intervenir, tout en économisant bien sûr les produits. Donc c'est un équilibre à trouver. En gros, on n'est pas en train de réinventer la poudre en disant il faut des outils d'aide à la décision, on en a toujours eu besoin, mais c'est peut-être pas les mêmes modèles, les mêmes paramètres et les mêmes niveaux de, on va dire, de seuil de déclenchement d'intervention. Avec un autre enjeu aussi, c'est, on le disait, il y a une sensibilité de ces produits aux conditions environnementales. Donc en plus, les fenêtres d'intervention, je pense par rapport à des taux d'humidité, etc., peuvent être encore plus courtes. Et là aussi, des outils type station météo connectée, etc., peuvent aider au bon positionnement de ces produits-là. Parce qu'autant peut-être un peu pour les anciens modèles, justement, les outils d'aide à la décision se focalisent que sur le bioagresseur. Je dirais plutôt maintenant, il faudrait peut-être un peu prendre en compte aussi les caractéristiques du produit qu'on applique. C'est-à-dire c'est une double évaluation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment intervenir au bon moment, si on peut au bon endroit aussi, avec la bonne dose, mais surtout en considérant aussi la nature du produit qu'on apporte. Donc c'est là où on a besoin vraiment de beaucoup de données expérimentales, justement pour nourrir ces modèles qui sont un peu complexes, mais il faut passer par là pour pouvoir réellement économiser ou alors même
réussir finalement l'application du Je reviens là-dessus parce que je pense que c'est un des enseignements de cette table ronde que d'ailleurs je n'avais pas anticipé. C'est-à-dire que la modélisation actuelle est plutôt concentrée sur le bioagresseur lui-même. Et si on veut pouvoir mieux positionner des produits biocontrôle, il faut intégrer dans les modèles le mode d'action et les caractéristiques intrinsèques de ces produits. Tout à fait, exact. C'est ce que je voulais mentionner. Parmi les autres exemples sur cette partie un peu détecter et décider pour agir, on peut citer aussi peut-être les pièges connectés qui permettent de, on va dire, identifier des ravageurs. Là, je pense à des macro-organismes ravageurs. Et là aussi, peut-être de quantifier des niveaux de pression. Oui, enfin, je ne suis pas très spécialiste, à vrai dire, de tout ce qui est macro-organismes, donc des ravageurs. Je ne sais pas si mes collègues, justement, le sont. Mais j'imagine que c'est un peu le même raisonnement ici, c'est-à-dire que c'est de considérer vraiment la pression bioagresseur, ravageur la plus fine possible. Et à ce moment-là, peut-être apporter le macro-organisme avec la meilleure précision possible aussi, quoi. Exactement. Et là, on peut citer nos collègues et amis de Cap 2020, qui est une start-up également de cet espace. Autre exemple, peut-être un dernier exemple que moi je trouve, là on est vraiment sur l'innovation de rupture dans cette phase détection, c'est des capteurs qu'on vient, on va dire, brancher directement sur la plante pour capter, on va dire, quasiment un électroencéphalogramme de la plante pour détecter des stress. Ça, est-ce que c'est aujourd'hui opérationnel? J'ai en tête un ou deux adhérents, je pense notamment à Végétal Signal, basé en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que côté recherche, et puis demain côté agroéquipementier, et puis fabricant de biocontrôle, c'est des innovations que vous attendez en termes de maturité pour pouvoir travailler dessus? Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de projets de recherche qui abordent un peu ces questions, qui sont quand même assez aussi d'actualité. On peut bien peut-être citer tout ce qui est imagerie hyperspectrale, hein, donc c'est vraiment aussi basé sur des drones qui vont diagnostiquer en fait les parcelles pour justement évaluer l'état de stress de la plante par un système de signature spectrale. On peut bien imaginer aussi des capteurs de la physiologie de la plante, justement qui vont positionnés justement sur la plante elle-même et qui vont pouvoir détecter son état de stress suite à soit à une attaque de bioagresseur, mais ça pourrait être aussi un stress abiotique, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on n'est pas sur une modélisation, on est vraiment sur une mesure, c'est une on va mesure dire, de l'état de stress. c'est Après, ça. qu'on traduit évidemment grâce à des modèles. Ouais. William, ces sujets-là sont pour Certis d'actualité. C'est des sujets, j'imagine, que vous surveillez pour pouvoir justement positionner. On reviendra après sur le programme Solstice, hein, qui est le cœur de ton intervention. Mais je tire ce fil de capteurs, on va dire, au plus près de la plante. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez été amené à collaborer ou ça reste encore un peu prospectif? Alors nous, en tant que fabricants de produits de protection des cultures, c'est pas notre cœur de métier. Par contre, là où ça le devient, c'est dans les étapes en amont, dans les étapes de recherche et développement. Quand on veut appliquer, par exemple, un produit qui va stimuler la défense de la plante, on a besoin d'avoir cette information, savoir est-ce que la plante elle est vraiment réceptive. Parce que dans le cas contraire, on pourrait avoir un résultat qui soit pas très convaincant, avec des performances qui sont limitées. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est pourquoi. Est-ce que la plante, quand on a appliqué le produit, elle était réceptive, elle a pu enclencher ces défenses de la plante? Auquel cas, si la plante était stressée, on peut avoir une explication de pourquoi ça n'a pas bien marché. Donc du coup, c'est dans nos étapes de R&D que nous, on va impliquer ces différents paramètres physiologiques. Donc on comprend, hein, dans l'acceptation des agroéquipements tels qu'on le définit dans cette table ronde, on cherche à avoir une acceptation large. Donc à la fois des outils de diagnostic des parcelles, des modèles et outils de la décision. Et puis on en arrive quand même au cœur du sujet, c'est l'application. Et là, je me retourne du coup vers Guillaume d'Axema. Est-ce que les équipements actuels sont globalement adaptés aux solutions de biocontrôle et biostimulants et autres biosolutions, ou est-ce qu'il faut que les agriculteurs se préparent à changer rapidement leur bon vieux pulvé? Alors, je vais faire un petit peu la même réponse que j'ai faite en introduction, en rentrant peut-être un petit peu plus dans certains détails. Certains produits, on l'a dit, seront compatibles du matériel en service. Peut-être certaines adaptations près que j'ai évoquées de par le retour de terrain où on fera des évolutions techniques. Je parlais de l'agressivité de certains produits. Voilà, certains constructeurs ont déjà modifié des traitements de surface de certaines matières, de certains produits pour éviter d'avoir des produits qui se détériorent trop rapidement.
Également, on parlait potentiellement de micro-organismes ou de produits un petit peu différents. Tout ce qui va être processus de filtrage, le filter management va également être sérieusement suivi, optimisé pour éviter le bouchage, etc. De même, les micro-organismes, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il faut éviter la propagation. Donc, tout le rinçage doit être également optimisé pour éviter des contaminations d'un produit à l'autre ou ce genre de choses. Ça, quand on interroge les constructeurs conventionnels de pulvérisateurs, tous vont vous dire on saura faire. On saura faire. C'est des choses qui sont techniquement faisables. À la question près, et on revient à la question de départ, quand on a les préconisations, comment vivent les produits, quelle est la préconisation d'application, comment ils supportent la pression, etc., le passage dans les buses. Une fois que ça c'est connu et qu'on travaille en commun avec les constructeurs de produits et la recherche, ça, on pourra faire. J'étais ce matin à une conférence sur la décarbonation. Je vais faire un petit parallèle. On disait, voilà, demain, c'est quoi les énergies? C'est l'hydrogène, c'est les biocarburants, etc. Et on pointait du doigt, en tout cas, l'autorité publique et les médias pointent souvent les moteurs thermiques. Et on disait, mais non, le moteur thermique, c'est pas lui qui produit du carbone, c'est le carburant qu'on met dedans. Les pulvérisateurs, c'est exactement la même chose. Le pulvérisateur, c'est un outil extrêmement performant, puissant. Tout est question de la mise au point, de la conception. Et quand on connaît bien les produits qu'on met dedans et quel est le dosage que l'on veut appliquer, ça marche très bien. Et du coup, ces collaborations entre agroéquipementiers et fabricants de biosolutions, elles se font à une échelle, on va dire, particulière, privée, inter-entreprise, ou est-ce que entre Axema et l'IBMA, qui est votre homologue, hein, l'industrie, le syndicat des fournisseurs et des fabricants plutôt des fabricants d'ailleurs, le syndicat des fabricants de produits de biocontrôle, est-ce qu'il y a des collaborations plus institutionnelles pour réfléchir ensemble vis-à-vis peut-être des pouvoirs publics ou pour inciter vos adhérents à plus de collaboration? Alors, je dirais il y a les deux. Il y a les travaux qui sont propres aux constructeurs, qu'ils ne vont peut-être pas forcément dévoiler, qu'ils vont même peut-être pas dévoiler à nous en interne Axema. Ils ont des programmes internes de recherche, de partenariat, peut-être public-privé, voilà, donc, dont on ne connaît pas tout, mais étant donné que c'est un sujet d'actualité pour lequel il y a une forte attente, ça se développe. Et puis il y a des projets, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a des projets vraiment financés par la puissance publique, d'accompagnement entre les instituts techniques et un certain nombre d'acteurs, IBMA, INRAE, qui se développent beaucoup ces dernières années, effectivement. William, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'architecture du programme Solstice dont tu parlais, donc un programme de R&D collaborative impliquant non seulement Certis Belchim, mais aussi un agroéquipementier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et à quel moment, à quel horizon de temps on va pouvoir avoir ces produits ou cette solution packagée? Je ne sais pas, tu nous diras peut-être comment vous allez commercialiser cela. Quand est-ce que ça va arriver sur le marché? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est pas un mariage sur le long terme. Hein. On travaille pendant le cadre du projet, mais chacun, aussi bien donc cette structure agroéquipementier qui est la société Tech pour technologie éco-confinée. TEC. Je le dis aussi pour nos amies traductrices pour qu'elles aient le temps de traduire ça tranquillement. Donc TEC, technologie éco-confinée. C'est ça. Donc on a vraiment cette volonté de vouloir s'associer sur quelques années pour travailler ensemble. Par contre, après, on a chacun nos propres business plans et l'objectif, c'est pas de dire voilà nos biosolutions, nous, Certis Belchim, il faut les appliquer avec la solution de tech. C'est vraiment une démarche qui est sur le court terme. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que ces solutions développées par la société tech ne sont pas exclusivement dédiées aux produits de biocontrôle. Le seul objectif, c'était de retravailler cette façon d'appliquer, mais aussi bien pour des produits de biocontrôle, mais aussi bien pour la chimie conventionnelle, et pourquoi pas dans le plus grand sens du terme, des biosolutions, avec des biostimulants et des biofertilisants. Donc l'architecture, c'est parti du constat où il a fallu qu'on travaille un petit peu le cahier des charges de chacun des produits. Nous, on avait déjà au début du projet une idée sur les produits qu'on voulait développer. Et par contre, l'agroéquipementier, lui, il avait
une idée quand même vers où il voulait aller, mais sans avoir les tenants et les aboutissants, parce que les produits n'étaient pas encore développés, justement. Et on en revient à la question du début, il faut qu'il y ait à un moment donné un dialogue entre l'agroéquipementier et le développeur de solutions, parce que les contraintes de densité, les contraintes de volume d'eau qu'il y a besoin d'appliquer, les contraintes de type de métaux à utiliser dans les tuyauteries ou de citernes, parce que les produits peuvent être agressifs. C'est pas parce qu'on parle d'un produit naturel, on a des acides qui sont des acides faibles, mais qui peuvent ronger la tuyauterie et les joints. Donc du coup, il faut prendre ça en compte aussi, en considération dans le cahier des charges. Et donc du coup, c'est ce travail que l'on a fait au tout début du projet, à savoir, voilà, nous on envisage développer le produit de telle manière, avec des formulations qui vont ressembler à peu près à ça. Et l'agroéquipementier nous dit, ben voilà, moi je peux avoir une type de buse que je vais développer qui va être pas trop agressive pour les micro-organismes, avec des volumes d'eau qui vont être entre tel volume et tel volume. Parce que quand on parle d'une culture sur vigne, par exemple, d'une culture maraîchère ou en arboriculture, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes à l'hectare. Et ce volume à l'hectare, il est primordial quand on parle de spécificité des produits de biocontrôle. Il y en a qui ont besoin, pour fonctionner, d'être très concentrés, et d'autres qui ont besoin d'être, au contraire, beaucoup plus diffus, donc on va beaucoup plus les diluer dans l'eau. Et donc, du coup, ce cahier des charges-là a été pris en compte de manière à être optimisé pour nos solutions. C'est très clair. Ali, je rebondis sur le propos de William, sur la notion de qualité de l'eau. Je pense là aussi à un adhérent d'Agri-Sud-Ouest Innovation qui travaille sur... on va dire, l'optimisation de la qualité de l'eau en fonction du produit et des caractéristiques intrinsèques des produits. Est-ce que les produits de biocontrôle, là aussi la réponse est un peu dans la question, désolé, ont une sensibilité particulière à la qualité de l'eau? Grosso modo, est-ce que je prends l'eau du robinet ou l'eau non potable pour diluer mes produits de biocontrôle, ou est-ce que j'ai une attention particulière à avoir pour formuler ces produits avant de les mettre dans ma cuve? Oui, clairement, il faut vraiment prendre en considération la qualité de l'eau, puisqu'en fait, la qualité de l'eau joue beaucoup sur le pH justement de l'eau. Et plus on varie beaucoup le pH, plus justement la solubilité des produits varie. Ça pourrait être aussi des micro-organismes qui seraient sensibles justement à ce facteur. Et je crois qu'il y avait des travaux qui ont été faits et qui ont montré justement qu'il y avait un effet de la qualité d'eau sur l'efficacité de certains produits. Je ne les ai plus en tête, mais voilà. Parce qu'en fait, là, c'est un élément parmi d'autres, parce que la question aussi qui peut se poser à ce niveau-là, c'est la formulation des produits, les adjuvants qu'on va mettre en place, notamment dans la cuve. Et tout ça peut finalement influencer beaucoup, clairement, l'efficacité des composés, en fait. Et donc là, on parle d'un nouveau type d'agroéquipement qui est peut-être peu déployé dans les fermes. C'est vraiment cette étape intermédiaire. J'ai mon produit phyto, je dois le diluer. Et ben, il faut que j'ai quand même l'outil. Et donc là, je pense, comme je le disais à l'instant, un adhérent qui s'appelle AgOvital, qui lui propose un outil qui permet on va dire, de piloter la méthode de dilution en fonction de la qualité de l'eau et du produit proposé. Voilà, donc c'est ça. Et puis il y a un autre élément aussi important pour la pulvérisation, c'est l'homogénéité de l'application au niveau des parcelles, au niveau des plantes en particulier. Puisqu'autant pour le conventionnel, la plupart des produits phytosanitaires de synthèse chimique, on va dire, ils sont quand même d'activité systémique. Autrement dit, donc même si la couverture n'est pas forcément homogène, le composé rentre dans la plante et peut agir à tout moment pendant quelques semaines, même si les conditions environnementales ne sont pas bonnes, même s'il pleut par exemple. Alors que pour les composés de biocontrôle, la plupart d'entre eux sont quand même assez de contact, on va dire, donc ils vont rester sur la surface. Et s'il y a du lessivage, c'est quelque chose qui peut influencer l'efficacité. Après, il y a quand même certains stimulateurs de défense des plantes qui ont vocation à agir plus longtemps sur la plante. Donc les réactions de défense vont rester longtemps actives. Il y a d'autres produits qui sont appelés potentialisateurs, autrement dit donc, qui vont juste préparer la plante à réagir quand le bioagresseur arrive. Donc c'est là aussi où le mode d'action est important à maîtriser avant l'application. Mais en résumé, je dirais quand même la qualité de la pulvérisation est super importante. Puisqu'on avait fait un travail dans le cadre d'un réseau mixte technologique, le RMTB STEAM, qui focalise sur l'estimateur de défense des plantes. Et on a constaté justement que quand on compare par exemple les applications en serre et les applications au champ,
on est quand même sur des ratios de 15 à 20 fois de dose de différence. Et pourquoi? Parce qu'on sert, quand on applique les composés, souvent on est quand même dans des conditions quand même assez optimales. On maîtrise bien la pulvérisation, on s'assure pour que toute la plante soit bien couverte. Alors qu'au champ, parfois, en fonction du feuillage, du stade aussi de la plante, on n'arrive pas à tout couvrir. Et il suffit qu'une spore ou quelques spores arrivent à l'endroit où on n'a pas pulvérisé pour que la maladie s'installe. C'est des exemples parmi d'autres, mais... Non, mais l'exemple est très parlant. Guillaume, du coup, cette qualité de pulvérisation, j'imagine ça a toujours été un sujet pour les agroéquipementiers, mais là, on est en train de se dire qu'il y a une sensibilité encore plus forte pour les produits biocontrôle. Est-ce que du coup, là aussi, c'est un axe d'innovation prioritaire? J'ai plus en tête hier si dans les Innovation Awards, on retrouve parmi les lauréats des outils dédiés à la maîtrise de la qualité de cette pulvérisation. Je crois que oui. Hein. Je pense que tu fais référence à ARA de EcoRobotics, effectivement. Je vais encore un petit peu me répéter, mais en fait, tous les progrès technologiques sur les enjeux de réduction des produits conventionnels actuellement qu'on connaît depuis de nombreuses années, les plans éco-phyto, etc., de réduction des doses et des quantités, ont été portés et ont conduit à une précision de plus en plus importante des pulvérisateurs. Que ce soit sur les coupures de section, que ce soit sur les panneaux récupérateurs, le face par face, la reconnaissance des adventices, toute cette technologie qui progresse pour réduire les doses et optimiser, c'est un peu le leitmotiv qu'on entend depuis des années, la bonne dose au bon endroit, etc. Au bon moment. Au bon moment. Toute cette connaissance acquise, elle ne sera pas totalement applicable aux produits de biocontrôle, mais elle sera au service de l'application des biocontrôles quand on aura déterminé le diagnostic, la préconisation d'application et également pour la surveillance. On l'évoquera peut-être après aussi, il y a des outils de surveillance. Donc oui, la technologie, elle va peut-être encore nous repousser, les constructeurs, encore plus dans nos retranchements pour être encore plus précis, mais on a déjà un savoir-faire qui est déjà important sur ce sujet-là. Et qui fait ce travail d'intégration, ces informations-là? Encore une fois, je me mets à la place d'un agriculteur. Il a son pulvé d'un côté, ses produits de biocontrôle de l'autre. Qui l'accompagne? Wilfried, je me tourne vers toi peut-être pour se poser cette question-là, pour lui dire, tiens, bouge pas, je vais t'aider à paramétrer ton pulvé en fonction de ton produit. Ton produit a telle caractéristique, c'est moi qui te le distribue peut-être. Voilà, là aussi, la réponse est peut-être dans la question. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'accompagnement là, de l'agriculteur pour qu'on l'aide à intégrer ces différentes informations et qu'il ne soit pas juste déçu de l'emploi d'un produit de biocontrôle? En fait, non pas parce que le produit n'était pas performant, c'est parce qu'il l'a mal utilisé, parce qu'il n'avait pas forcément les moyens ou les connaissances pour bien l'utiliser. Wilfried? Oui. En fait, la situation, elle est plus complexe que ça. Parce que nous, en tant que fabricants de produits de protection des cultures, nous ne vendons pas directement aux agriculteurs. Donc il y a un autre acteur. En France, tout du moins. En France, il y a un autre acteur à intégrer, mais c'est aussi vrai dans beaucoup de pays en Europe, qui est la distribution, les négoces. Et donc du coup, il faut embrasser tout le monde dans la boucle pour avoir cette démarche commune. Produit, comment l'appliquer, les fabricants de pulvérisateurs et les utilisateurs. Et du coup, cette approche-là, on n'a peut-être pas parlé encore depuis le début. Il y a un grand défi qui est lancé aujourd'hui au niveau du gouvernement. C'est 62 millions d'euros qui est mis à disposition des biosolutions en général. Et dans le cadre de ce grand défi, il y a des actions qui sont spécifiquement dédiées aux pulvérisations. Donc je pense que c'est comme tout, ça met du temps à démarrer. Et là, on est sur une grosse dynamique. Les échanges, interactions vont se faire de plus en plus pour arriver à un but commun. On a évoqué la question de la distribution. Je vais me tourner vers la salle parce que peut-être qu'on a des acteurs de la distribution agricole ou des agriculteurs eux-mêmes qui souhaiteraient peut-être témoigner sur cette problématique. Là encore, que celui que je connais qui est en train d'essayer de se cacher se prépare à poser une question parce qu'il est justement un acteur de la distribution agricole. Thierry, désolé, ce n'était pas prévu, mais je vais là aussi te donner le micro en te posant cette question. Est-ce que
la distribution agricole, donc en l'occurrence les coopératives agricoles, tu fais partie d'une filiale qui s'appelle Ovalie Innovation qui est portée par 2 groupes coopératifs, joue ce rôle d'intégrateur entre agroéquipementiers et fabricants de biosolutions, parce qu'on a vu qu'il y a une forme d'interdépendance qui n'est pas forcément facile à gérer. Vaste question. Oui, alors c'est effectivement une vaste question. Je crois pas que aujourd'hui on ait vraiment encore quelque chose d'aussi intégré que ça. En tout cas, même sur le conventionnel, on va dire qu'il y a une articulation qui se fait entre assez naturelle, puisque en fait les produits sont déjà en conventionnel tout à fait adaptés à des pratiques qui sont maintenant anciennes et qui font que les acteurs à la fois des équipements et de la formulation des produits sont coordonnés à la base. Et effectivement, je prends la mesure avec les débats qu'il y a aujourd'hui là, sur la nécessaire mise en place d'une intégration totale entre le machinisme et la nature des produits, puisqu'actuellement, pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait vraiment conscience de ça. Ce n'est pas des débats qu'on mène de façon assez active, quoi. Et pour l'instant, la question qu'on se pose, c'est plutôt de savoir quelles sont les activités, l'efficacité des produits de biosolutions en tant que tels sur les machinismes classiques, quoi. Voilà. De l'intérêt de se poser la question de l'adaptation ou de l'adaptabilité de ces machines, parce qu'on l'a compris, du coup, le niveau de performance de ces biosolutions dépend de la capacité de ces machines à bien les intégrer, bien les pulvériser. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle sur cette thématique des liens entre agroéquipement et biosolutions? Alors attention, pareil, ceux qui me connaissent savent que je croise un regard et je tends le micro, même si la personne n'a pas de questions. Souvent, il y en a une qui se débloque. On rigole, mais du coup, voilà. Il y a une question qui doit se débloquer. Eh ben, j'en profite pour poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour développer cette intégration justement entre les producteurs, les fabricants de produits, les distributeurs et le secteur du machinisme? Comment est-ce qu'on peut faire pour passer d'un souhait à une réalisation concrète? Quelles sont les pistes? Alors, moi j'ai une première réponse, c'est adhérer tous à un pôle de compétitivité. Comme ça, on pourra vous aider à monter des projets de R&D qui vont dans ce sens. Ça a été le cas pour le programme Solstice qu'Agri Sud-Ouest Innovation a pu labelliser. Mais est-ce que, Wilfried, dans le cadre, tu le disais, du programme Grand Défi Biosolutions qui s'intègre, sauf erreur, dans le plan France 2030, tu commençais à aborder l'idée qu'il y avait un enjeu pulvérisation. Est-ce que tu peux donner quelques détails complémentaires ? Là, on est en cours de montage, donc c'est un petit peu trop tôt. On est en train de travailler sur la gouvernance de ce grand défi. Donc du coup, les actions vont venir par la suite. Mais pour répondre à la question de monsieur, je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut parler, il faut communiquer. C'est ce que nous, on a fait à notre humble échelle entre un fabricant de biosolutions, nous, et un fabricant de pulvérisateurs. Mais c'est à l'échelle de tout le monde qu'il faut travailler. Parce que nous, ce que l'on va développer dans notre coin, si j'ose dire, va être pertinent, c'est certain, mais va peut-être pas forcément s'adapter à tout le monde. Donc chaque société, chaque concurrent, ils ont leurs propres contraintes avec leurs propres produits. Et c'est pas une seule nouvelle façon d'appliquer qui va résoudre tous les problèmes. Donc ce travail-là que nous, on a initié, aux autres concurrents aussi de faire la même chose. Ouais. Avec un enjeu peut-être de travailler famille de produits par famille de produits. Guillaume, une réaction et après Ali. Quelques compléments, pas forcément pour répondre exactement à la question, mais on a évoqué l'absolue nécessité de travailler entre les fabricants de produits et même les chercheurs sur l'adéquation entre les bonnes méthodes d'application vis-à-vis de la formulation et de comment le produit va agir et comment il faut l'appliquer. En fait, il y a un triptyque qu'il va falloir garder à l'esprit, qu'on retrouve dans le conventionnel et dans toutes les pratiques agricoles, qui est
la préconisation, c'est-à-dire le bon produit, on sait quand il faut l'appliquer, on sait ce qu'il faut faire, le matériel précis, performant, adapté, et un troisième acteur qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'il faut qu'on intègre dès le début dans tous les projets de recherche, d'innovation, que ce soit public, privé, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire que on voit trop souvent sur le terrain des utilisateurs qui ne sont pas formés ou des matériels qui sont pas upgradés, mis à jour. Si on n'a pas cette exigence à ces trois niveaux, sur le produit, l'applicateur, le produit, enfin le matériel et la personne qui l'applique, on aura tout raté. Donc il faut bien intégrer aussi le bout de la chaîne, la personne qui va appliquer. Est-ce qu'il est formé, est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il connaît le produit, est-ce qu'il connaît sa culture, etc. et son agronomie. C'est intéressant parce que c'est un nouveau métier, on l'entendait tout à l'heure, peut-être pour la distribution agricole, de jouer cette courroie de transmission entre ces trois types d'acteurs. Ali, un complément ? Tout à fait, mais je suis complètement d'accord avec les deux, en tout cas, remarques. Et puis, peut-être un peu rapidement compléter en mentionnant deux petites choses. La première, c'est tout simplement aussi la nature des agroéquipements, puisque jusqu'ici, c'est vrai que on ne se soucie pas beaucoup du carbone, notamment de l'énergie justement de ces équipements en question. Et je pense que c'est une question qui va se poser de plus en plus. Donc il faudrait peut-être un peu aussi inclure une dose de renouvelable dans l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ces équipements. Et peut-être aussi pour ajouter une chose sur ces composés de biosolutions qui sont souvent très complexes et très spécifiques aussi. Chaque produit est unique. Il est quasiment impossible d'adapter un équipement pour chaque biosolution. Donc, à mon avis, il faut raisonner par famille de produits, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, et de façon à générer quelque chose de générique par famille. Et je pense que c'est beaucoup plus simple à mettre en place au niveau de la réalité. Et puis, dernière chose aussi, c'est surtout renforcer la pédagogie auprès des applicateurs, puisque jusqu'ici, c'est vrai que il n'y a qu'un système de pulvérisation, donc on ne se pose pas trop la question sur la façon comment appliquer, etc. Mais je pense qu'il faut peut-être un peu apporter cette pédagogie qui va avec les produits par famille pour favoriser au maximum leur efficacité sur le terrain. J'avais un dernier commentaire. S'il fallait encore une fois de plus réappuyer sur la nécessaire collaboration entre la connaissance du produit appliqué et le matériel pour l'appliquer. C'est des contre-exemples qu'on a vus. Quelques constructeurs ont vu des acteurs, je pense surtout aux macro-organismes, qui sont quand même vraiment des choses très particulières. Et là, pour le coup, on n'a pas forcément les matériels d'application encore mais on a vu des gens qui ont développé des systèmes d'application, des trichogrammes ou ce genre de choses, qui ont développé des prototypes, des machines. Oui, de la pulvérisation par drone ou de la pulvérisation plein champ avec on va dire des quads un peu améliorés. Exactement. Et en fait, c'était hyper innovant, c'était très intéressant. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés au bout d'un moment à se heurter à des difficultés. D'une part, la réglementation, puisque la conception des machines, ça ne s'invente pas et il y a malheureusement des garde-fous qu'il faut respecter. Heureusement aussi. Et après, la capacité industrielle, bassement terre à terre, mais c'est le cœur du problème. Ils sont venus voir des industriels installés en disant on aimerait lancer ça en production, mais c'est pas si facile que ça. Donc il faut vraiment prendre le sujet dès le début, impliquer toute la filière pour pouvoir avoir une solution pérenne qui intègre les préconisations agronomiques jusqu'à la production industrielle et l'application. Si ça vous va, on va garder ça comme mot de la fin, parce que je trouve que c'est un bel appel pour accompagner la transition de l'agriculture, avec peut-être une remarque finale sur le fait qu'on parle agroéquipement et biosolutions là, mais que les biosolutions, c'est qu'un levier de l'agroécologie et que la question du positionnement des agroéquipements dans la transition agroécologique, elle est peut-être encore plus large que celle qu'on vient d'évoquer. Je le redis, on fait un appel à la collaboration, un peu d'autopromo. Les pôles de compétitivité sont des acteurs pour vous permettre de vous rencontrer et de fédérer le montage de programmes, de projets collaboratifs, faciliter l'accès à de la subvention publique. Et on l'a vu, il y en a en plus quelques grands plans et grands programmes qui se préparent avec du coup un peu d'argent public pour aider cette transition et ces collaborations. Je vous remercie beaucoup à tous les trois. Je vous invite à les applaudir. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de salon.